À la fin de l'écriture de l'épisode numéro 1 sur le devoir conjugal et ses conséquences psychologiques et corporelles, j'ai eu envie d'aller voir de l'autre côté, chez les mecs. Et j'ai pu discuter avec Rémi, 26 ans. C'est un faux nom pour garder son anonymat. On a eu une discussion autour de son éducation, de son point de vue quant au devoir conjugal et au rapport sexuel dans une relation longue, du consentement et une nouvelle fois du désir. Je l'ai aussi fait réagir à quelques témoignages d'autres hommes trouvés sur le compte Instagram Tuband. J'avoue que j'avais quelques appréhensions. J'ai l'habitude de partager avec des femmes puisque ce sont des échanges dans lesquels je me sens en sécurité et surtout comprise. J'avais peur de me sentir décontenancée, pour être honnête, face à un discours avec lequel je n'aurais pas du tout été d'accord, un échange qui aurait tourné à la confrontation. Et pourtant, je voulais avoir en face de moi un homme comme on l'imagine, ancré dans le patriarcat, qui se dit viril, fort, finalement très peu ouvert d'esprit, ayant déjà forcé sa copine sans même le remarquer, qui puisse valider tout ce que j'avais lu pendant mes recherches, qui puisse incarner tous les hommes figurant dans les témoignages que j'ai partagés dans l'épisode 1. Je ne m'attendais pas à avoir en face de moi un mec assez déconstruit. Ça m'a même pas mal frustrée, puisque notre discussion ne correspondait pas vraiment à ce que j'avais en tête au départ. Au final, je suis tout de même contente de vous partager cet échange avec un peu d'espoir, de réflexion, de doute, de questions, qui vous éloignent peut-être, tout comme moi, d'une vision très manichéenne du monde, le bien et le mal. Il me rapproche des nuances desquelles je parlais du côté des femmes, ces nuances qui sont aussi présentes chez les hommes, tiraillés parfois par la frustration, la peur de mal faire, la peur de ne pas bander, de ne pas réussir à la faire jouir, la peur de ne pas être un homme avec un grand H, un homme assez viril, un homme qui sait y faire au lit, un homme qui se fait désirer, un homme qui a de l'expérience, celui qui mène la danse. D'ailleurs, je ne vais pas revenir sur cet échange en vous disant ce avec quoi je suis d'accord ou non, je ne vais pas analyser tout ce qui a été dit, je vous livre plutôt ces paroles dans l'espoir que ça fasse naître des discussions, des débats, des questions autour de ces sujets qui nous sont communs et qui font qu'on puisse ou non cohabiter ensemble. Par ailleurs, c'est une discussion, donc il est possible que vous m'entendiez réagir quelquefois lorsque Rémi parle. Du coup, moi, j'ai 26 ans, je vais sur mes 26. Je suis entrepreneur depuis toujours. J'ai eu une relation longue avant cette dernière relation. Ça fait 3 ans là ensemble. Et c'est à peu près où, dans ma vie, on va dire, je me qualifie d'esprit assez ouvert sur tous ces sujets-là, dans le sens où j'écoute énormément qui peut être l'évolution de la société plus tard. C'est-à-dire que c'est pas forcément, enfin déjà moi je suis absolument contre l'inégalité, absolument contre tous ces trucs, enfin tu vois, tout ce qui est raciste, enfin bref, à peu près tout ce qui m'énerve dans la société, c'est ce qui est issu d'inégalité. Et je considère que le rapport homme-femme fait partie de ces inégalités-là. Après, pour être transparent, je suis pas non plus dans l'extrême de la féminisation et du super pouvoir dans l'autre sens non plus. En gros, je considère que si les hommes ont atteint cette place et veulent la garder, les femmes, si on leur donne trop de pouvoir aussi, auront exactement le même comportement, mais parce que c'est un comportement humain de majorité qui veut garder du pouvoir. Donc, j'ai beaucoup de réflexions sur comment est-ce que on peut cohabiter en fait dans ce monde qui est, à mon avis, trop cool. Mais du coup, faut réussir à trouver un entre deux qui, on va dire, respecte toutes les parties et est bien pour tout le monde, quoi. Mais voilà, donc je me place dans un entre-deux de mec qui réfléchit, j'ai l'impression. Alors je vais te lire un premier témoignage. Mes sœurs devaient bien se comporter, bien parler, bien se tenir à la maison et en classe, être féminines, mignonnes et pas salopes. Moi, j'avais plus le droit à l'erreur, plus le droit d'être sale, plus le droit de dire des âneries et avoir des copines. Quand t'as été élevé comme ça, c'est difficile de comprendre que tu peux être toi. J'ai grandi en étant persuadée que l'homme était supérieur à la femme, autant physiquement que mentalement, et que la femme n'était qu'un simple corps qu'on pouvait sexualiser, et j'ai longtemps vu les choses ainsi.
J'ai une première question suite à cette lecture. Du coup, j'aimerais te demander comment toi t'as été élevé en tant qu'homme hétéro vis-à-vis des femmes. Vu qu'aujourd'hui tu te positionnes comme quelqu'un qui se pose pas mal de questions, qui est assez ouvert, ça m'intéresse de savoir s'il y a eu des nettes distinctions entre hommes et femmes dans ta famille ou dans ton éducation. Alors je pense que j'ai peut-être un cas un peu particulier. Alors c'est des cas qui arrivent de plus en plus, et tant mieux. Mais j'ai été élevé dans une famille où c'est ma mère qui lidait la famille, autant d'un point de vue personnalité que d'un point de vue argent, position sociale, etc. Ce qui fait que moi, je n'ai jamais eu ce truc en tête de femme inférieure à homme ou homme à femme. Ok. À aucun moment de ma vie. Donc j'ai jamais compris d'ailleurs que c'était possible. Donc c'est particulier. Je pense que on est une génération où on est encore une des dernières générations qui a quand même vécu avec pas mal de d'inégalités dans les familles. Donc je pense que je suis une exception sur ça. Je comprends la remarque de petite fille toute gentille, enfin voilà un peu ce cliché Mhm. de la fille. Mais je pense qu'il y a énormément d'hommes, alors à date, hein, qui évoluent vers la femme et pas la fille. Je trouve qu'il y a une grosse distinction à faire. Euh, la femme devient sexy, devient attirante quand elle est indépendante. En fait, de plus en plus d'hommes, tu vois, sont attirés par des personnalités qui se démarquent. Et une personnalité qui se démarque, c'est pas un corps qu'on sexualise. Je trouve que c'est donc très différente. Et donc le côté salope, bon bah t'as toujours des débiles hein, qui utilisent ce genre de termes et tout, mais je pense qu'un corps libéré devient de plus en plus attirant avec la société, plus qu'un corps réprimé qui ne se connaît pas lui-même. En fait, j'ai l'impression qu'avec cette sursexualisation de la société, on se rend compte que, bah, pour être très cru, quelqu'un qui a peut-être, j'en sais rien, 50 relations sexuelles avant d'avoir une relation sexuelle avec toi, elle connaît mieux son corps potentiellement, elle sait mieux ce qu'elle veut, et donc ce sera mieux dans les deux cas. Les deux. Donc j'ai l'impression que ça va dans le bon sens. Après, il y a toujours certains types de communautés, certaines religions. Enfin, tu vois, il y a vraiment des facteurs qui font que bah ça avance pas. Mais j'ai plus l'impression que c'est des facteurs externes de communautés et de religions et de choses comme ça qui influencent les individus plutôt que les individus eux-mêmes. Parce que, exemple tout bête, mais moi j'aime bien parler des enfants. Un enfant, tu lui demandes est-ce qu'il y a une différence entre un homme et une femme? Il en a pas. Tu lui demandes au primaire, il n'y a pas de différence. Ça arrive avec fin du primaire, collège, lycée. Tu demandes à un enfant les corps, il sait même pas ce que c'est. Tu vois, pour lui, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de sexualisation. Une fille qui est amie avec un garçon qui a une fille, enfin, il n'y a pas de différence. Donc pour moi, pour revenir un peu à comme on pensait quand on était enfant, et juste se dire, bah, est-ce que quand j'étais enfant, je faisais une différence, oui ou non? Et s'il y a des communautés qui sont un peu plus gentilles, la segmentation homme-femme, tu vois, je prends un exemple tout bête, mais le christianisme, enfin c'est quand même, enfin je veux dire, c'est écrit dans tous les textes qu'on lit aux enfants, etc. Qu'il y a des différences. Je trouve ça assez abusé. Euh, les musulmans, il y a aussi un gros rapport à la femme, mais qui met la femme sur un autre piédestal, qui est assez intéressant, je trouve. Enfin voilà, mais je trouve que globalement, il y a pas mal de communautés. Quand je dis communauté, c'est global, hein, il y a plein de choses qui rentrent en compte qui font en sorte que les gens ont des comportements pas hyper bienveillants envers tel ou tel sexe, alors que de base, on s'aime tous. En fait, il n'y a pas vraiment de différence. Et bah, si quelqu'un nous dit non, bon, bah, on va dire ok, tu vois, il nous a dit non. Donc, ouais, moi j'ai l'impression que c'est un peu ça. J'ai l'impression que globalement, c'est plus l'extérieur qui nous influence que nous-mêmes. On s'écarte un peu du sujet ici, mais est-ce que dans ton entourage et particulièrement tes potes mecs, t'as déjà vu ou entendu des comportements hyper sexistes et comment est-ce que tu te positionnes face à ça? Ouais. Alors, moi, en gros, ce que je te dirais, je sépare deux choses qui sont à la fois séparables et inséparables. C'est un, le comportement en société, tu vois, un peu ce que j'appelle le comportement de déconne. Tu vois, je sais rien, il a bu trois bières, il est con. Ce que je considère qu'au fond, quelqu'un qui est dans un état après avoir bu de l'alcool, pour moi, c'est son état naturel, tu vois. Donc, je distingue en fait cette partie-là et la partie bienveillance globale de la personne que je connais ou que je connais pas.
Tu vois, globalement, je suppose que tu as déjà eu le cas, mais tu as des potes, ils adorent les blagues limite border, par exemple, Mhm. mais après, tu les vois avec leur meuf parce que tu les connais depuis longtemps, c'est canardman maximum, tu vois. C'est plus une carapace sociale qui se sont créées qu'un réel fond. Et ce qui est difficile, du coup, en tant que pote, c'est de réussir à mettre des limites sur ça. Parce que des fois, tu as l'impression que c'est des carapaces sociales, donc tu dis rien, tu déconnes. Et d'autres fois, en fait, ils dépassent des bornes, mais tu t'en rends pas compte parce que pour toi, c'est un peu leur rôle, ils sont comme ça. Et c'est là où je trouve que c'est hyper compliqué. Tu vois, moi, typiquement, je prends un exemple. J'ai un pote qui a l'humour beauf, qui est avec une meuf qui a, enfin, ils sont canards maximum quand ils sont ensemble. C'est pas la même personne quand il est avec sa meuf ou quand il est que avec ses potes mecs, par exemple. Bah, comment est-ce que tu considères ses propos quand il te dit des trucs en mode, tu vois, quand il déconne sur des meufs ou j'en sais rien, quand il est pas avec sa meuf versus quand il est avec elle. Tu vois, est-ce qu'il a un masque quand il est avec sa meuf parce qu'il veut la garder ou est-ce qu'il a un masque quand il est avec nous parce que c'est sa carapace sociale? En fait, c'est un peu ça, tu vois, le truc. Et donc, moi, je prends le parti pris de me dire que tant qu'il y a rien de flagrant qui me choque moi, et en vrai, il y a enfin, je suis assez choqué rapidement, donc ça va, bah, je laisse passer, tu vois. Parce que je me dis que tant que je remarque pas autour de moi, par exemple, j'en sais rien, tu prends un café, tu prends un verre, tu as une fille à la table, elle se sent mal à l'aise, tu vois. Tant que je remarque pas ça, je vois pas quel est mon rôle de le remettre à sa place, en quelque sorte, puisque personne, potentiellement, tu vois, autour n'a été touché, n'a été vexé. Dans le cadre où je vois que ça a un impact négatif sur quelqu'un, à ce moment-là, je me dis, OK, là, c'est allé trop loin. Mais c'est, ouais, c'est très, en vrai, c'est très technique comme question quand même. Et même moi, je suis pas pareil, tu vois. Enfin, faut être aussi un peu honnête. On n'est pas pareil quand je suis avec mes potes, j'en sais rien, d'école, tu vois. Ouais, ça fait 4 ans, bah, tu vois, avec des potes d'école, que quand je suis avec ma meuf. C'est pas la même chose. Question simple, je pense, mais j'aimerais te demander si tu sais ce que c'est le consentement et comment est-ce que tu le définirais. Alors, je pense savoir ce que c'est, le consentement. Avec mes mots, c'est que la personne émet. Alors, c'est ça le gros problème, c'est émettre. Est-ce que c'est vocal? Est-ce que c'est physique? Est-ce que, voilà, émet l'envie ou non de faire quelque chose. Donc, en gros, à partir du moment où la personne émet le fait qu'elle ait envie de, j'en sais rien, là, dans le cadre, par exemple, de relations sexuelles, bah, du coup, elle consentit à cette relation sexuelle. On peut écarter déjà un cas, c'est si c'est la personne qui engage l'acte ou lance le truc. Bon, au moins, tu es tranquille. Au moins, il n'y a pas trop de risques. Après, il y a toujours les questions de, au moment où c'est toi qui lance et pas la personne, il y a un peu ce truc de, est-ce qu'elle dit oui pour me faire plaisir? Est-ce qu'elle dit oui parce qu'elle en a envie? Et en fait, des fois, et c'est là où je comprends on va dire, le devoir conjugal, tu vois, vraiment un intermédiaire un peu bizarre de, bah, comment est-ce qu'on peut savoir que c'est par envie ou comment est-ce qu'on peut savoir que c'est parce que bah, ça peut faire plaisir à l'autre. Et moi, d'après mon éducation et d'après comment je fonctionne dans la vie de tous les jours, il y a énormément de moments où je me force à faire des choses, mais juste parce que ça me fait plus plaisir de faire plaisir à l'autre, tu vois, que de pas le faire. Après, j'ai l'impression que quand le corps intervient dans la discussion, j'ai l'impression que ça tient plus trop la route, quoi. Et que quand c'est non, tu vois. Donc, moi, pour moi, le consentement, c'est en gros, si tu as un oui en face, bah, c'est bon. Et après, la grosse difficulté, c'est bah, est-ce que c'est un oui physique ou est-ce que c'est un oui à l'oral, quoi. Et on le sait très bien que normalement, c'est un oui à l'oral, sauf que dans les faits, c'est inapplicable. Enfin, je veux dire, il y a personne qui s'arrête en disant, OK, est-ce que tu es d'accord? Non, mais c'est vrai. Enfin, en théorie, c'est ce qu'on devrait faire, quoi. Dans les témoignages que j'ai lus dans l'épisode numéro 1 dédié au devoir conjugal chez les femmes, certaines sont mariées, d'autres en couple depuis 2-3 ans parfois, et les raisons pour lesquelles elles se forcent et qui reviennent très souvent, c'est par amour, dans le cadre où elles ont une famille, c'est par sacrifice, ou bien pour être tranquille, pour avoir la paix, parce que de leur côté, il n'y a généralement pas de désir du tout. Et ça commence assez couramment dans le lit le soir avec quelques caresses qui deviennent progressivement assez sexuelles et tu te retrouves très vite dans un entre-deux où en fait, au début c'était au final simplement des marques d'affection, de l'intimité corporelle et là il demande plus, il attend plus. Donc soit je dis rien, je fais la morte, je lui montre que je suis en train de dormir et il me laisse tranquille,
soit ils forcent encore plus, et souvent dans certains cas quand ils forcent, elles finissent par capituler en se disant « Allez c'est bon j'y vais au moins, après je serai tranquille, il reviendra pas avant un moment ». Et c'est à ce moment-là que Rémi m'a parlé de sa technique entre guillemets, de cette étape qu'il a instaurée dans son couple actuel. Moi, déjà, je pense qu'il y a un truc de base qui devrait être le cas. Tu n'as, alors, j'allais dire un truc que je crois pas totalement, donc je le dis et après je vais corriger, mais si t'as pas du tout envie, tu dis non. Mais je pense qu'il y a une étape avant ça. Il y a une étape avant ça qui est, je sais pas si c'est un devoir conjugal ou pas, mais tu te dois, et je pense dans les deux parties, parce que des fois, on va pas se mentir, les mecs, oui, ont souvent plus envie que les femmes d'un point de vue rythme, c'est-à-dire tu vois, les femmes, il peut y avoir, on va dire, beaucoup plus de pics, enfin, c'est plus variable, on va dire. J'ai l'impression dans l'année, tu vois, globalement, qu'un mec où on est réglé sur 24 heures, donc au bout d'un moment, voilà. Petite parenthèse, mais effectivement, les changements hormonaux qui surviennent pendant les cycles menstruels des femmes peuvent affecter la libido et le désir éprouvé. L'augmentation du taux d'œstrogène qui ne fait qu'augmenter entre la fin des règles et le pic ovulatoire augmente aussi le désir. Tandis que pendant la phase lutéale, donc juste avant l'arrivée des règles, il s'agit de la période où l'on est le moins fertile et où les syndromes prémenstruels font leur entrée. Une période pendant laquelle on se sent plus fatigué, plus sensible, plus triste peut-être, on a de l'acné, des douleurs physiques, moins de force et beaucoup moins de désir généralement. Pour moi, le ou la partenaire se doit d'avoir un moment où elle laisse à son cerveau la possibilité de vouloir le faire ou pas. C'est-à-dire juste, tu vois, souffler et dire, est-ce que ça me tente ou est-ce que ça me tente pas? En fait, je pense que ça, c'est hyper important d'avoir ce moment qui te permet d'être objectif sur ta décision. Autant dire non que dire oui. Parce qu'en fait, si tu prends pas le temps, et on le sait très bien, même moi, quand je suis dans le rush du boulot, etc., t'as pas envie, tu vois. Mais en fait, t'as pas envie. C'est juste que t'y penses pas. Et ça, des fois, il y a aussi ce truc de juste y penser. Juste se dire, est-ce que ça me tenterait? Tu vois? Et ça, je pense, c'est essentiel d'essayer de l'imaginer et de se dire, est-ce que ça me tenterait? Si ça te tente pas, tu dis non et ciao, tu vois? Versus des couples où tu montres que tu as envie et la personne en face, elle dit genre non. Tu vois, un truc sec. Et ce truc-là, en fait, te braque un peu au lieu de juste avoir oh non, en vrai, j'ai pas trop envie, tu vois. Genre, je trouve qu'il y a vraiment des façons de le dire aussi. Et c'est là où je pense que ton truc avoir la paix, tu vois, quand tu dis que je comprends totalement parce que nous, les mecs, j'ai l'impression qu'on a une façon de fonctionner qui est que quand on a envie, en gros, c'est cliché, mais il y a du sang qui est allé dans l'endroit qu'il faut alimenter. Et en fait, ça prend beaucoup de temps pour que le sang reparte, en fait. Tu vois, c'est rare que ça monte, ça descend. Et en fait, ce problème de ça, c'est que du coup, on reste excité longtemps. Ça veut dire que, en gros, même quand on nous dit non, il peut y avoir un moment où on reste excité. Et donc, à ce moment-là, il y a un déséquilibre énorme entre les deux envies, quoi. Et c'est ce moment-là qui, à mon avis, est horrible pour les deux, quoi. Enfin, franchement, ce moment-là, il est horrible pour les deux parce que toi, tu as envie. Donc, d'un côté, il y a un petit diable dans ta tête qui te dit que tu as envie de forcer. L'autre, elle t'a dit non. Donc, elle est en mode, je viens de le rejeter. Et donc, en fait, tu es dans un entre-deux bizarre tu sais que ça va pas se faire, mais tu sais que les deux sont pas très contents, tu vois. Parce que faut se dire que nous, on n'est pas content quand on se fait rejeter, mais c'est pas agréable de rejeter quelqu'un non plus, tu vois. Surtout quand il y a un peu d'amour dans le couple et que tout. Enfin, voilà, c'est juste, j'ai pas envie, mais t'as le seum de lui dire que t'as pas envie aussi. Tu vois, c'est rare d'avoir ce truc de te dire, vas-y, je m'en fous, c'est bon, vas-y, il fait sa vie et moi je fais la mienne. J'ai l'impression que ça existe pas trop. Sauf que c'est pas aussi simple de dire non quand on n'en a pas envie. C'est là qu'est tout le problème et toutes les difficultés à légiférer le consentement et cette zone grise. Dire non, c'est poser ses limites, mais comment le dire? Surtout quand il y a des sentiments. Comment ne pas froisser l'autre? Comment se mettre au premier plan sans penser aux conséquences, sans penser au regard que l'autre va poser sur nous? Parce que j'en parlais dans l'épisode 1, mais les daddy issues, elles ont aussi à faire avec cette histoire de devoir conjugal. Quand on base sa confiance en soi et son estime de soi sur l'amour que notre mec nous porte, quand on se sent uniquement exister et valorisé à travers le regard de son partenaire, comment fait-on concrètement pour dire non et renoncer entre guillemets à tout ça? Sur ce point, Rémi nous donne son avis entre vivre seul avant de vivre à deux, entre déséquilibre de désir et séparation.
En gros, pour moi, déjà, te mets pas en couple si t'es pas heureuse toute seule. Tu vois, c'est vraiment le premier truc que je dirais. Déjà, parce que les mecs qui vont te valoriser et réellement, enfin, tu vois, des relations saines, c'est basé sur le fait que les deux sont heureux tout seuls et juste à deux, c'est incroyablement plus. Mais c'est vraiment deux personnes qui sont heureuses tout seules. Ce qui fait que du coup, tu es moins dépendante aussi sur l'amour de la personne. Ensuite, dans la relation, alors c'est plus global, mais il faut que la personne te valorise pas que en tant que copine, mais en tant qu'être humain. Genre, ton boulot, tu es en train de réussir quelque chose, tu es juste en mode waouh, trop forte, tu vois. Ce qui fait que la valorisation, elle n'est pas uniquement due à la relation entre les deux. Ça, je pense, c'est hyper important. Et dans le cas inverse, ça devrait être des gros warnings et des gros drapeaux rouges sur la relation. Et surtout, je dirais que oui, je pense que c'est hyper dur de dire non. Tu vois, je pense vraiment que c'est dur de dire non parce que dans plein d'autres situations et pas que d'un point de vue sexuel dans le devoir conjugal, il y a plein de moments où on te dit quelque chose, t'arrives pas à dire non, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a dans la vie de tous les jours, j'en sais rien, quelqu'un il te demande dans la rue, est-ce que tu veux me prendre en photo? T'as pas envie? Tu vas quand même dire oui, tu vas pas dire non, tu vois. Genre, c'est parce que c'est de la pression. On te met une pression à un moment où t'es pas prêt à répondre, t'es pas machin, donc tu dis oui, tu vois. Là où je pense qu'il faut, enfin, faut vraiment dire les choses, c'est que si t'as pas envie, en fait, c'est non négociable. Tu vas pas faire quelque chose par amour, tu vas pas faire quelque chose par... Moi, je me prends des noms toutes les semaines, hein, et j'ai aucun problème avec ça. Par contre, là où le problème arrive, et ça m'est déjà arrivé, c'est quand le rythme de sexualisation et de désir entre les deux est vraiment déséquilibré. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu vois, les noms et tout, ça devient problématique quand en vrai, bah, c'est un peu ce que tu me disais, mais je l'ai pas connu encore, mais le côté, tu vois, tu es en couple, tu as des enfants, t'as plus envie. Et en gros, j'en sais rien, tu baises une fois par mois, tu vois. Bah, si la meuf, en fait, elle a envie, potentiellement, une fois tous les 3 mois, et que le mec, il a envie tous les jours, bah, en fait, vous devez pas rester ensemble. C'est juste qu'il y a un problème de où régler, tu vois, faire en sorte des exercices, aller voir des sexologues, des machins, de la thérapie de couple pour se remettre à niveau. Mais globalement, tu peux pas garder longtemps un déséquilibre de désir. Je vais à présent te lire un second témoignage. J'étais surpris de la voir à côté de moi dans le même lit et je me suis rappelé notre petite danse hier collée serrée. Je me suis alors retournée pour me mettre contre elle, en position cuillère. Elle ne bougeait pas, ne manifestait aucun geste de refus. Elle était toujours dos à moi et elle ne parlait pas. Alors j'ai caressé pendant 10 minutes ses cheveux et ses cuisses, n'ayant pas de geste de refus, ni de non, j'ai pris ça comme un oui. Alors j'ai continué jusqu'à glisser ma main entre son entrejambe, sous sa jupe pour la caresser. Fanny a pris ses affaires et elle est partie. Le soir même, je lui ai envoyé un texto lui demandant si elle voulait qu'on se voie. Elle m'a répondu qu'elle ne voulait plus entendre parler de moi, qu'elle ne voulait absolument rien de moi et qu'elle était très choquée du geste vis-à-vis d'elle que j'avais pu faire. Je me suis sentie profondément mal à l'aise, sale, répugnant. Moi, j'étais alors un putain de violeur. J'étais persuadée que son silence et son absence de nom ou de geste signifiaient qu'elle était d'accord. Je me disais que son silence était dû au fait que les filles aiment bien aussi se faire désirer et être passives, soumises. Pendant longtemps, je me suis rassurée en me disant qu'elle avait cherché ça et qu'elle avait mis du flou entre nous. Aujourd'hui, je me dis que je l'ai carrément terrorisée au point de ne plus bouger. J'ai pris conscience que l'erreur c'était moi et je me sens très con car sur le moment je ne voyais pas les choses ainsi. Aujourd'hui, je comprends qu'un silence équivaut à un non, qu'il soit physique ou vocal. Est-ce que dans tes différentes relations, tu as déjà été confronté à ce silence? Et surtout, comment est-ce que tu as réagi? Comment tu as géré ta frustration? Est-ce que tu as déjà pris cette position de mec lourd qui force? Ouais, bah alors déjà, je tiens à dire que c'est hyper dur de gérer la frustration, mais je pense que comme beaucoup de choses dans la vie, c'est dur. Euh, donc oui, j'ai déjà eu cette situation. J'ai déjà eu des situations où je force, tu vois, faut être aussi un peu transparent. Il y a des moments où tu es en mode, genre, tu sais pas pourquoi. Honnêtement, tu sais pas pourquoi, c'est ton cerveau qui t'envoie un truc de, là, j'ai envie à 120%, tu vois. Donc quand tu te prends un mur, bah, tu es en mode, bon, peut-être ça peut passer. Et en fait, le truc, c'est, pour réussir à apprendre, en fait, tu peux le faire. Enfin, je veux dire, c'est, genre, il y a des moments dans ta vie, tu vas faire des erreurs, c'est pas grave, tu vois. Mais il faut juste réussir à apprendre et surtout à se dire, est-ce que c'était bien? Et en fait, tu te rends compte que quand la personne en face, elle veut pas vraiment, c'est pas bien.
C'est nul. Donc, donc, je pense que le meilleur moyen pour que les mecs arrêtent de faire ça, c'est juste qu'ils prennent du recul sur les relations sexuelles qu'ils ont et se dire est-ce que c'était bien ou pas bien à la fin. Et en fait, au bout d'un moment où le cerveau comprend que si la personne n'a pas envie, c'est pas bien, et ben en fait, t'arrêtes de forcer. Parce que tu vas pas passer un moment bien, en fait. Tu vois? J'ai déjà entendu certains témoignages dans lesquels les femmes pleuraient durant le rapport sans que l'autre s'en aperçoive une seule seconde. Moi, je me demande surtout comment on fait pour ne pas voir que l'autre n'en a pas envie. À part si en l'occurrence la simulation est utilisée comme moyen de cacher justement ce non-désir, si c'est remarqué et ignoré, ce qui devient une agression, on entre alors dans un rapport sexuel solitaire dans lequel on utilise sa partenaire, son ou sa partenaire pour son propre désir très égoïstement. Alors après, j'ai l'impression que nous, les mecs, on a un truc bizarre on sépare énormément la branlette de la relation sexuelle. Et même si ça a la même finalité, tu vois, comme tu me dis là, c'est-à-dire oui, en fait, la personne n'a pas envie, donc en fait, c'est la même chose que de se branler. Mais en fait, dans notre cerveau, c'est pas du tout la même envie. Tu vois, moi, je me suis surpris des fois à me dire, genre là, j'ai envie de l'autre, tu vois, là, j'ai envie de me branler. Mais c'est deux choses qui sont très, très différentes. Et donc, que le cerveau dise, là, j'ai envie de l'autre. Et au moment que l'autre a pas envie, arriver à switch, de dire, ah non, finalement, en fait, j'ai juste envie de me dire, cool. En fait, c'est deux trucs qui sont tellement opposés que du coup, c'est dur, en fait. Genre, t'as pas envie, en fait. Genre, c'est deux choses qui sont très, très, très différentes. Je pense que tout le monde dans la vie, un jour, forcera, tu vois, sur un truc. Tant qu'on légalise pas en mode en France, il faut dire oui, clairement, pour y aller, tu vois, et qu'en mode sinon c'est puni, tu vois, honnêtement, il y aura forcément des gens qui vont essayer, qui vont forcer un jour ou l'autre. Alors après, on n'est pas, moi je pense que, en vrai, d'après ce que tu me racontes, j'ai l'impression d'être très, très OK parce que tu me racontes de trucs où les gens pleurent et tout. J'ai pas l'impression d'être à ce niveau-là, tu vois, mais ouais, je pense qu'en gros, il y aura toujours des moments qui vont forcer, tu vois. Mais le but, c'est de se dire, peut-être forcer une fois, mais il faut que tu arrives à faire en sorte que, enfin, on arrive à apprendre aux mecs, tu vois, que tu as forcé une fois, mais tellement tu reforceras plus jamais dans ta vie. Tu vois, genre en mode, un peu, tu sais, tu fais une erreur, mais tu as appris, après, c'est fini. Je pense que c'est plus sain de réfléchir comme ça que de réfléchir à comment on peut anticiper pour que ça arrive pas, parce que malheureusement, il y a des cons et ça arrivera toujours. Et j'ai l'impression que la charge, je sais pas, à toi de me dire en fonction comment dire, des témoignages et tout, mais est-ce que la charge, elle est due à une répétition de ça ou à une seule fois? Je pense qu'en fonction de notre éducation et de nos traumas, on peut être plus ou moins apte à se forcer. En l'occurrence, quand tu construis ta sexualité sur le fait de se forcer, sur le plaisir de l'autre avant le tien, sur un besoin qui est plus profond que du plaisir purement sexuel ou d'une connexion charnelle avec ton partenaire, c'est un mécanisme qui se met en place. Tu as des rapports mécaniques automatiques. Tu n'es pas en connexion avec ton corps, tes besoins et tes ressentis. C'est un engrenage qui fonctionne quasiment seul. Et dans ce cas, tu peux te forcer plusieurs fois, de très nombreuses fois même, jusqu'au jour où ton corps développe une réaction de dégoût, de répulsion. Il ne peut plus être touché de cette façon. Mais l'impact que ça laisse peut être aussi grand en ne te forçant qu'une seule fois. Selon la violence de l'acte, selon la trahison que tu te fais, je dirais que ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs et aussi de chaque femme. A contrario, est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé dans la situation inverse, où c'est ta copine qui est en demande, tandis que toi, t'en as pas vraiment envie? Bah, moi qui dis non ou moi qui me force, hein. Alors, l'avantage, je vais être très cru, mais ça se voit plus chez les mecs quand tu te forces parce que ça a du mal à s'irriguer ensemble, tu vois. Donc ça, c'est un truc qui est plus visible, on va dire, en quelque sorte. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé. Comment dire? Alors après, moi, je suis très détaché du regard des gens. Je pense que j'ai une personnalité particulière qui fait que, bah, non, c'est non, point, tu vois. Genre, il y a pas de, genre, t'es pas contente, c'est pas mon problème, quoi. Je mets mes envies au-dessus de tout. En fait, tu poses tes limites comme tout humain devrait pouvoir poser ses propres limites. La réalité étant que, dans la société patriarcale dans laquelle on a évolué en tant que femme, on a très souvent, pour ne pas dire toujours, décidé pour nous. On nous a imposé une façon de vivre, une façon de faire l'amour, de relationner, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué de pouvoir s'imposer par soi-même
en tant que femme et poser nos limites face aux hommes de façon très générale. Après, moi, j'ai été éduqué dans une famille où c'est plutôt ma mère qui disait c'est comme ça, point, tu vois. J'attends que ma meuf, elle dise bah, c'est comme ça, point, tu vois. Et je préfère, et en gros, je pense que tout ce travail de trucs et tout, c'est juste redonner de la confiance aux meufs de c'est vous qui choisissez ce que vous faites dans votre vie, c'est vous qui choisissez tout, point. Écoutez, nous, on est hyper égoïstes, à vous d'être hyper égoïstes. Il faut être accepter qu'on est tous égoïstes et il faut juste qu'un couple, il se passe bien si l'égoïsme des deux va dans la même direction. Je pense que les trucs par amour, tu vois, vraiment les, entre guillemets, trucs par amour, ça tient pas longtemps, quoi. Parce que l'amour, c'est pas un truc, tu vois, c'est pas un truc, enfin, c'est pas assez puissant pour passer au-dessus du bien-être corporel. Est-ce que tu penses que tu peux être en couple pendant un long moment sans avoir de relations sexuelles? La solution que j'ai trouvée à un moment, c'était de dire relation libre. Et en fait, à partir du moment où tu annonces ça, il y a deux réactions très simples. C'est en mode, OK, je comprends, tu as besoin de plus, on est bien ensemble, moi je peux pas te donner parce que j'ai pas envie, bah, tu as le droit d'aller voir ailleurs. Et tu as une autre réaction qui est que j'ai vécue aussi, qui est le côté, bah non, j'ai pas envie en fait que tu ailles voir ailleurs, du coup je vais me forcer. Indirectement, tu vois, genre elle me l'a pas dit comme ça, mais indirectement c'était ça que j'ai ressenti, tu vois. Et bon, sur le moment tu passes, tu sais, tu fais pas attention et tout, mais en vrai, si tu prends du recul, il faut juste se séparer en fait. Peut-être qu'un jour, j'organiserai une table ronde avec plusieurs hommes et femmes autour de ces sujets. En tout cas, j'aimerais beaucoup pouvoir confronter les uns et les autres à plusieurs histoires et avis. Pour le moment, si vous êtes un homme et que vous souhaitez me donner votre avis, me faire part de vos réactions quant à l'épisode, à la discussion que j'ai eue avec Rémi, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram chez soi-du-bas podcast. Je serais vraiment contente de vous lire et d'échanger avec vous. Et merci beaucoup à tous ceux qui m'ont donné leur avis sur l'épisode 1, ça m'a fait vraiment très plaisir. Je suis vraiment contente que ça vous ait plu et j'ai hâte de revenir avec un nouvel épisode. Et à très vite.